Bonjour à tous et bienvenue dans cet entretien exceptionnel consacré à l'avenir du numérique africain. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Yacoub Aden-Miguel. Est-ce que j'ai bien prononcé le nom? Parfaitement. Super. Qui est un entrepreneur technologique djiboutien. Et après un riche parcours de 14 ans en Afrique de l'Ouest, et surtout Yacoub, n'hésite pas à me corriger si jamais je ne suis pas bon sur ton parcours. Yacoub est revenu dans la Corne de l'Afrique pour fonder la plateforme Dalmar. Il a été même récompensé par le prix du chef de l'État. Et ensemble, aujourd'hui, en fait, on va parler de son parcours, qui est un parcours inspirationnel, je pense, pour tous les entrepreneurs africains, mais aussi d'autres sujets comme la souveraineté des data et de l'IA, notamment sur notre continent, et puis l'emploi des jeunes, qui est un sujet très important, je pense, et bien évidemment aussi avoir son retour sur le projet Africa Lance que vous connaissez tous. Bonjour Yacoub. Bonjour Dassin. Merci pour l'invitation et ça fait vraiment plaisir d'échanger et de discuter avec vous sur ces thématiques. Super. On peut se tutoyer avec plaisir, comme ça, c'est plus simple. Super. Ça marche. Alors du coup, la première question qui me vient, d'abord sur ton parcours et l'aventure d'Almar, que tu vas nous expliquer, bien sûr, tu as passé 14 ans au Bénin et tu as décidé de revenir à Djibouti. Et est-ce que tu peux nous partager les leçons que tu as tirées de l'écosystème numérique ouest-africain euh, et que tu as pu appliquer à ton retour à Djibouti? D'accord. Merci Dassin pour cette première question. C'est vrai, j'étais au Bénin pendant plus d'une décennie et j'étais initialement étudiant là-bas. Donc j'ai fait mes études universitaires au Bénin. Ensuite, j'étais piqué par la fièvre de l'entrepreneuriat. À l'époque, c'était la start-up, les échos qui émanaient de la Silicon Valley et compagnie. Et donc, moi et deux amis, on s'est lancés sans vraiment comprendre grand-chose, hein. On était des techniciens et puis on s'est jeté dans la mer. Et ça a été vraiment une expérience riche parce que on n'a pas vraiment réussi, mais on s'est vraiment confronté à énormément de challenges et, et pendant presque, en tout cas, en deux phases, une première expérience d'une année et demie et puis une deuxième expérience sur 3 années. Ah, et entre les deux périodes, j'étais plutôt consultant parce que ça n'a pas été facile. Il fallait rebondir, il fallait retrouver des ressources parce qu'on a laissé des plumes Bien sûr. sur cette première expérience. Et donc, vu que je suis resté énormément d'années là-bas, Covid est venu et puis il fallait que je revoie les parents, les opportunités au pays et j'étais venu avec un billet aller-retour parce que je voulais repartir aussi. Et donc, à ce moment-là, lorsque je suis revenu à Djibouti, l'écosystème tech était totalement différent. À Djibouti particulièrement, en tout cas dans la région, c'est un peu différent, mais à Djibouti particulièrement, l'état d'esprit entrepreneuriat tech n'était pas vraiment développé. Dit que n'était pas là. Aujourd'hui, ça a changé. 5 ans, ça a changé énormément. L'état d'esprit n'était pas là. Beaucoup de choses étaient difficiles. Le coût de la vie, particulièrement à Djibouti, est assez élevé. Parce que Djibouti est un pays qui n'a pas beaucoup de ressources, un pays désertique. Nous avons les ports, bien sûr, et pas grand-chose. Et on a des belles plages, bien sûr, et des fonds marins magnifiques, d'où je me suis lancé dans le tourisme. Mais c'était vraiment assez difficile. À ce moment-là, riche de mes expériences au Bénin, parce que j'ai vu le Bénin aussi changer, parce que le Bénin aussi n'était pas dans la situation actuelle dans laquelle il est. Beaucoup de choses ont changé énormément aujourd'hui, mais à l'époque, avant 2018, c'est plus ou moins la situation de Djibouti. Bien sûr, avec de la verdure et un coût de la vie beaucoup moindre. Donc, Bien sûr. euh, le Bénin avait changé énormément. Il avait structuré il avait facilité la création des entreprises. Le Bénin avait facilité aussi tout ce qui est accompagnement et avec Semecity qui a pris vraiment des énormes aujourd'hui. Et donc, à mon retour à Djibouti, j'ai essayé de voir, OK, de toute la manière, je ne voulais pas
l'état d'esprit ici, c'est plutôt trouver un boulot, un travail au niveau de l'administration publique et Ça, et d'être fonctionnaire. c'était un fonctionnaire, exactement. Et c'était pas ma fibre. Et j'ai dû batailler avec la famille, avec les amis. En plus, ils avaient une très bonne idée de qui j'étais, mais ils voulaient coûte que je me casse quelque part. Et Bien donc, sûr. moi, c'était pas trop ma volonté et mon souhait. Et donc, à ce moment-là, j'ai pu identifier, déjà, j'ai pris une année sabbatique pour pouvoir identifier. 14 ans, on oublie beaucoup de choses au pays. Bien sûr. On perd beaucoup de repères. Donc, pour moi, c'était redécouvrir Djibouti, juste voyager, connaître les gens, participer à des événements, pour tâter le terrain et faire une sorte de collecte des données. Et donc, à ce moment-là, j'ai compris que on était dans une phase on est au début de l'histoire entrepreneuriale à Djibouti, euh, et que l'État avait une très bonne volonté de pouvoir faciliter, on va dire, la vie aux entrepreneurs ou aux futurs entrepreneurs. Et donc, à ce moment-là, euh, ayant identifié une idée, le tourisme à Djibouti, j'ai identifier aussi qui pouvait m'accompagner dans cette entreprise. Il faut dire que j'avais pas beaucoup de ressources. J'ai perdu mes plumes et mes pattes au Bénin. Mais bon, pour moi, c'était revenir au pays, me ressourcer et trouver des opportunités. Et donc, à ce moment-là, j'ai identifié le centre de leadership et de l'entrepreneuriat à Djibouti. On va dire que c'est comme Seme City à Djibouti. Et donc, Ok. je me suis rapproché du centre, le centre clé. Et donc, ils m'ont aidé énormément. J'ai pu avoir accès à un bureau, à un espace de travail, une connexion gratuite. Je payais pas de loyer. Et à Djibouti particulièrement, ce sont des ressources euh, indéniables et qui épargnent beaucoup de souffrance à l'entrepreneur parce que l'électricité coûte cher. On va sûrement en parler tout à l'heure. Euh, Mhm. Internet coûte vraiment cher. Les loyers, j'en parle même pas. Pour un Bien entrepreneur sûr. débutant, c'est une traversée du désert. Et donc pour moi, c'était le Saint Graal. J'ai pu trouver cet espace-là et j'ai pu travailler au début euh, au niveau du centre. Ok. Merci beaucoup pour ces détails-là. Je voulais revenir un peu en arrière sur ton expérience au Bénin. Tu nous as parlé de deux expériences. Est-ce que tu peux nous détailler un peu justement, parce que c'est là que tu as commencé ton entrepreneuriat, tu peux nous détailler un peu justement ces deux expériences et je veux dire, les succès que tu as pu célébrer et les galères surtout que tu as pu rencontrer. Merci. C'est vrai que ça a été une aventure. En fait, c'est juste une année après ma fin de mon master, j'ai un background de sécurité informatique. Et donc, on a pu se lancer avec un autre ami autodidacte, mais vraiment bon, et un autre qui était plutôt un background business, euh, sur tout ce qui était, en fait, sur la première phase, on a fait plusieurs applications liées au paiement peer-to-peer, parce qu'au début, en 2015-2016, c'était le mobile money qui explosait en Afrique de l'Ouest, et donc on voulait faciliter et rentrer sur ce marché-là. Malheureusement, avec notre manque d'expérience sur l'aspect euh, autour de la technique, pas la technique, mais autour de la technique, nous a fait défaut. Et donc, et bien sûr, on n'avait pas levé de fonds, on n'avait pas beaucoup de ressources, on avait mis nous-mêmes nos propres ressources. Et donc, pendant une année complète déjà, on a on a expérimenté énormément de choses. On a testé au moins trois applications, une de paiement peer-to-peer, une dans la musique. C'était à l'époque, au début de Musical.ly, avant que ça ne devienne TikTok. Mais bon, on avait identifié ça, on voulait se lancer, mais malheureusement, ce projet-là, c'est que nous a bloqué, c'est qu'il fallait payer une redevance au niveau des majors de la musique, Sur 27 les millions de corporates. dollars. Il fallait payer 9 millions de dollars sur un premier une première tranche. Mais bon, on a essayé on va dire, de contourner les règles, de télécharger de la musique. C'était on va dire, la débrouille. Et donc, Exact. on a laissé ce projet-là aussi. Donc, vers la fin, c'était plutôt difficile, on va dire. Les ressources s'amenuisaient. Il y avait des frictions aussi entre membres de l'équipe à cause des ressources, bien sûr, parce que
chacun avait sa propre pression. Moi, j'avais la famille qui me disait, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu as fini tes études, rien, rentre. Mon premier collègue béninois, il y a la famille qui lui disait, mais on t'a trouvé une bourse, va en France, faire des études, parce qu'il était autodidacte, il ne voyait pas l'intérêt de faire des études. bien Le sûr. troisième, il était marié, il était jeune marié avec un nouveau bébé. Et donc, on va dire que la première expérience a été une explosion. Mais bon, on est resté en bon terme avec mes potes. Et Tant donc, mieux. à ce moment-là, moi, j'ai repris un peu du recul, eux aussi. Et donc, à ce moment-là, j'ai proposé à des entreprises locales mes services de marketing, de création de sites et tout ça pour rebondir un peu et, et sur cette première expérience. Ensuite, comme on a été piqué par la mouche, 2 ans et demi ou 3 ans après, vers 2018, on a été un peu plus, on va dire, un peu plus structuré. On a levé un peu de fonds auprès d'un investisseur, à peu près dans une première phase, 11 000 à 17 000 dollars. Ok. En Afrique de l'Ouest, il y avait notre premier projet, c'était parce qu'on en a fait aussi. Ouais. On a démarré en 2018. On voulait proposer, en fait, on a développé une solution de réservation des tickets de cinéma à distance. En Afrique de l'Ouest, il y a Canal Olympia et une filiale de Vivendi qui avait dans à peu près 14 pays des salles de cinéma qui ont révolutionné le cinéma en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et donc on en a il était difficile pour les clients de pouvoir acheter les tickets à distance. Il fallait qu'ils se rendent sur place et qu'à ce moment-là, il se pouvait qu'il y ait plus de place disponible. Bien sûr. Donc c'était absurde. Donc on a designé une solution, on a démarré aussi une négociation avec eux, mais on a vu que c'est une grosse entreprise, ça traînait, mais nous on a avancé dans le développement de la solution, à récupérer les données directement de chez eux, en scrapant des data, Bien en sûr. designant l'application, en interconnectant avec le paiement. Et à ce moment-là, vraiment pour nous, c'était capitaliser sur ce premier projet parce que ça nous garantissait un déploiement sur 14 pays, sur Bien une... sûr. Tout de suite sur régional, quoi. Exactement, exactement. Mais malheureusement, un point nous a bloqué. Une entreprise australienne détient le monopole de la vente des tickets en ligne ou en physique. En physique déjà, là où ils opéraient, mais en ligne, il y avait une clause qui bloquait aussi cet aspect-là. Et Bien sûr. donc, ça nous a donné, ça nous a refroidi, on va dire, Et parce c'est qu'on pour avait, ça que des fois, le juridique est parfois plus important que la technique ou même la partie mise en déploiement, quoi. Le juridique est vraiment important dans l'entrepreneuriat. tout à fait, tout à fait. Mais bon, vu que nous, parce qu'on s'y disait, c'est une opportunité qui est là, il y a d'autres gens qui pouvaient la faire, et la discussion avec une grosse entreprise prend souvent du temps. Le Bien sûr. décisionnaire local n'est pas le vrai décisionnaire. Il fallait que ça remonte à Paris. Et donc, et nous avons avancé pour. Mais bon, malheureusement, cette clause nous a un peu refroidi et le projet est mort-né, on va dire. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, mais qu'est-ce que tu en as tiré? Parce que quoi qu'il arrive, on en tire toujours des leçons. Oui, c'est exactement le point que vous avez évoqué tout de suite. Le juridique est bien plus important que toute autre chose. On a beau avoir tous les skills et toutes les ressources nécessaires, il y a des règles juridiques légaux dans le pays ou des contrats qui sont des clauses d'exclusivité qui bloquent. Sincèrement, ça Bien sert à sûr, rien de se lancer dans une aventure pareille. C'est une partie sèche pour tout le monde et un découragement qui risque de vite venir, sincèrement. bien sûr. Donc, ensuite, nous avons, malgré cet échec, en tout cas hors de notre portée, nous avons rebondi dessus et on s'est dit, là, nous sommes calés, nous avons un peu, il nous restait des ressources, bien sûr, à ce moment-là. Nous n'avons pas éparpillé toutes nos ressources. À ce moment-là, on s'est dit, OK, on va pivoter, vu qu'on était adepte aussi du pivot, on va Bien pivoter sûr, pour un autre projet. Et donc, à ce moment-là, il y avait la vente de biens numériques qui explosait et qui, en tout cas, il y avait beaucoup de difficultés, de peines à ce niveau-là. Et donc, nous avons développé une solution qui s'appelait Check Out exactement, qui permettait à ce qu'un utilisateur puisse directement payer plutôt
son livre, sa formation, son livre, un peu comme actuellement c'est Chariot qui a rebondi sur ce, on va dire sur cette niche là. Mais à l'époque, Ouais, ouais. euh, on s'est lancé dessus, on a eu quelques difficultés d'ordre. L'API de MTN était compliqué à avoir. Il fallait trouver un processeur, le seul processeur agréé qui était des Nigérians basés au Bénin. Comme j'avais dit à l'époque, en 2010, le Bénin était au début il commençait à structurer les solutions. Et donc, à ce niveau-là aussi, c'était assez compliqué. Mais bon, tout de suite après, il y a le Covid qui est venu. Covid 2019. Là, c'était un casse-tête monumental parce que il fallait, tout s'est arrêté. Il fallait qu'on puisse quand même trouver des solutions qui puissent marcher. On a testé, sans vraiment rentrer dans tous les détails, à peu près sur cette période-là de 2 ans, euh, une- 8 projets, on va dire 8 idées de Waouh, projets, et on dormait pas littéralement. Quand on travaillait tout le temps, on carburait au café et au citron. c'est vraiment un serial entrepreneur là. C'était une expérience assez chargée. En plus, on avait, comme je vous avais dit tantôt, levé des fonds auprès d'un investisseur. À ce moment-là, l'investisseur nous met la pression aussi pour cette situation-là. Il avait lui-même eu des difficultés au niveau de ses finances, sur d'autres projets. C'est intéressant ça, parce que c'était un investisseur, donc il était tout seul. Et comment ça s'est fait le lien avec vous et cet investisseur? Vous êtes parti démarcher, pitcher, ou comment ça s'est passé? Disons, un des membres de notre équipe était, on va dire, dans la même congrégation religieuse que lui, mais bon, il n'était pas, c'était pas un local, c'était plutôt quelqu'un de la diaspora USA, béninoise, et ils avaient, on va dire, une très bonne relation parce que le collègue était responsable de une partie, il avait une responsabilité dans cette église-là. Et donc, D'accord, lui-même, on n'a pas fait de pitch, mais c'est lui qui a fait le pitch auprès de lui. Donc, il voulait aussi diversifier aussi, comment dire, ses investissements. Donc, pour lui, 10 000, 15 000 dollars, ça lui paraissait pas beaucoup pour une idée. Il était aussi, on va dire, il était aux États-Unis et donc il connaissait un peu l'écosystème américain. Il s'est dit qu'il pouvait mettre un petit jeton bien sûr, sur une équipe locale et voir comment ça marche. Et au cas où ça marche pas, ça représente pas grand-chose. bien sûr. Donc, c'était sur ces genres de calculs qu'il avait fait sur nous. Euh, donc voilà à peu près. L'expérience a été vraiment compliquée. Le Covid est venu. On a pivoté énormément. On a testé énormément de produits. À chaque fois, il y avait un blocage qui ne nous décourageait pas parce on savait que l'aventure, la voie que nous avons entreprise n'était pas facile. Bien sûr, C'est exactement ce qui fait la force de ces entrepreneurs qui réussissent. Et souvent, c'est pas à 18 ans ou à 25 ans qu'ils réussissent. C'est à 40 ans, 45 ans que, avec toutes ces difficultés qu'ils ont pu surmonter, qu'ils arrivent à créer des pépites. Et donc, on a avancé, on a avancé, on a avancé jusqu'à ce que les choses deviennent assez compliquées, pour moi, pour les amis aussi. Il y avait aussi une volonté de ma part d'aller faire un saut à Djibouti, voir s'il y avait d'autres opportunités là-bas et revoir la famille aussi parce que 15 ans, c'est pas facile. Donc, on va dire que l'histoire, c'est un peu comme ça que ça s'est passé dans la deuxième expérience entrepreneuriale, mais assez enrichissante. bien Ce que sûr, je peux dire sur ces aspects-là, euh, c'est qu'il faut vraiment être entouré, au-delà de l'équipe fondatrice, il faut être entouré par des mentors, il faut être entouré par un board qui puisse donner un avis, un point de vue extérieur, qui sont pas impliqués dans les opérations quotidiennes, ce qui bien nous sûr, a manqué, on va dire, ou quoi, parce que ça pouvait être une ressource nécessaire pour nous. L'investisseur ne pouvait pas jouer ce rôle-là parce qu'il n'avait pas une expérience dans
bien sûr. dans les domaines dans lesquels nous opérions, mais on pouvait quand même être entouré, et c'est ce qui nous a fait défaut, on va dire. OK, bah, en tout cas, oui, super pour ces retours d'expérience et là, donc le retour, à Djibouti et 1 an pour, faire un peu le tour du pays, pour, sentir le pouls, économique, social, technologique, du pays et alors comment est né, du coup, Dalmar? Oui, merci. Dalmar déjà, ça veut dire le globe-trotter en Somalie, la langue somalienne. Ça veut dire la personne qui connaît le pays ou des pays comme sa poche. Et donc pour moi, lorsque j'avais quitté Djibouti, je n'avais pas vraiment connu Djibouti-ville. J'avais pas connu le pays en entier. J'avais juste connu la capitale où j'avais fait mon lycée et puis ma ville natale où j'ai fait mon collège. Et donc à mon retour, je me suis dit, il y avait cette pression familiale dont j'avais parlé tantôt. Au lieu de la subir, euh, voyage. J'avais un peu de ressources, mais quand même, je connaissais, il y avait mes amis au Bénin, djiboutiens qui travaillaient déjà, qui étaient un peu partout dans le pays. Je me suis dit, voyage, ils vont t'héberger, c'est pas un problème. Il y a une certaine proximité, on va dire, avec mes amis. Et donc, j'ai pu voyager un peu partout. Il y a un ami qui est médecin, il m'a pu enrôler dans une campagne de vaccination et donc, pour moi, il fallait trouver des astuces pour voyager. Et donc, j'ai voyagé, j'ai découvert Djibouti, je savais pas nager. J'ai appris à nager en voyant Super, les photos ou les vidéos que des touristes ont fait sur les fonds marins de Djibouti. Et donc, je me suis dit, et en même temps, j'ai cherché une idée sur laquelle je pouvais entreprendre à Djibouti. J'ai beaucoup d'amis dans le secteur médical, mais bon, à y regarder, je me suis dit, ce secteur est compliqué. oui, Il y a eu un retour d'expérience, c'est vraiment fragmenté. Les institutions ne collaborent pas vraiment. Et donc, je me suis dit, c'est peine perdue, perds pas du temps là-dessus. Et donc, à ce moment-là, il y a eu un événement, il y a eu des ateliers de développement sectoriel axés sur le tourisme durable à Djibouti. J'ai participé à ce moment-là, j'ai vu que ok, il y a une opportunité qui est là. J'avais voyagé un peu partout dans le pays. J'ai vu que le secteur, j'avais du mal à trouver des informations. Sur certaines destinations, sur les prix, sur les hébergements, je pouvais pas me planifier et imaginons le cas d'un touriste étranger, c'est pire encore. À ce moment-là, j'ai pu participer à cet événement et à la fin de cet événement-là, je me rappelle, il y avait une dame qui disait il nous faut une plateforme qui interconnecte tous les acteurs. J'ai dit ça, c'est mon idée. Merci madame. Au fond de moi-même. Et donc, j'avais les datas, j'avais les acteurs, et à ce moment-là, j'avais rien développé encore. Et à ce moment-là, je me suis rapproché du centre clé dont j'avais parlé tantôt. Et, et aussitôt, Djibouti, il faut savoir que nos pays africains, de façon générale, il y a un déficit d'image. On peut avoir les bien plus sûr. belles plages, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de vidéo. Et c'est dommage. Et donc, à ce moment-là, lorsque j'ai intégré les clés, presque 3 mois après, euh, on va dire, j'ai eu quelques difficultés. J'ai eu un petit accident pendant que j'ai intégré aux clés. Mais bon, c'était pas handicapant. Même, quand même, j'ai été pénalisé pendant 1 mois. J'étais alité. Et je me suis dit, c'est un examen pour moi, un examen comme tant d'autres. Et lorsque je suis revenu aux clés, j'ai pu... Heureusement, à ce moment-là, cette année-là, le thème pour le thème du concours coïncidait exactement à l'idée que j'avais et l'idée que j'avais Incroyable. entrepris j'avais fait un petit MVP et donc ça coïncidait et donc je me suis dit à la vue de ce concours-là, ça c'est moi qui gagne, c'est clair et net. L'alignement des planètes. Exactement. Et donc, à mon retour, 1 mois après le concours a eu lieu, j'ai pu pitcher auprès de beaucoup d'institutions qui étaient regroupées. Et donc, à ce moment-là, le président nous a pu nous remettre le premier prix. Ça a été vraiment quelque chose d'intéressant pour nous. C'est un soutien important en termes financiers parce Bien que, sûr. comme je vous avais dit, Djibouti, le coût de la vie est assez cher.
il est assez cher. Personnellement, j'avais pas beaucoup de ressources. J'avais mon ordi, mon téléphone, mais j'avais ni caméra, j'avais pas d'autres ordinateurs pour mes collègues avec qui je pouvais potentiellement travailler. J'avais le petit espace open space du clé. J'avais pas un bureau privé. n'est-ce pas? Euh, et donc, cette reconnaissance nous a ouverte vraiment, nous a donné les ressources et nous a permis aussi, pendant que je voyageais, je filmais, mais c'était avec mon téléphone. Je ne peux pas partager une photo de mauvaise qualité pour un touriste et dire voyage avec cette. Et donc, ça nous a permis à ce que on ait un. Djibouti est un petit pays. Tout de suite, on te reconnaît si le président te remet un prix. Oui, donc ça ouvre les Et portes, ça ouvre des portes, mais aussi tu deviens target tu es ciblé par la oui, famille, on va dire, les amis, tu as reçu, bien sûr. il faut donner, on va dire, C'est ça, c'est nos cultures, la culture africaine. Ils ne pensent pas que cet argent doit être utilisé pour un objectif pour laquelle elle a été donnée et non bien autre sûr. chose. Donc ça a été le cache-cache, il fallait trouver des prétextes. Mais bon, ça nous a permis aussi parce que Dalmar, l'idée de Dalmar, ce n'est pas seulement c'est limité à Djibouti, mais c'est aussi interconnecter en fait l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique de l'Est et les offres du secteur du tourisme en Afrique de l'Est, en Somalie, en Éthiopie. J'avais pas vu l'Éthiopie, j'avais pas voyagé en Éthiopie. J'ai pu pendant 3 mois voyager en Éthiopie, mais il faut dire que j'étais un peu déçu par l'écosystème dans le secteur du tourisme à Djibouti parce que il n'est pas vraiment développé. Et donc, il fallait que je voyage en Éthiopie pendant quelques mois, que je découvre comment ça se passe là-bas, quelles sont les offres, comment ils sont structurés. Je voyageais aussi en Somalie pour voir aussi comment ça se passe là-bas parce que je ne voulais pas développer une solution qui ne correspond pas à des cas réels, à des besoins réels. Bien Imaginer sûr. sortir de ma tête et dire ok, on l'avait fait quand même dans une première phase, je l'ai fait, mais je me suis vite arrêté. Je me suis vite arrêté. Je me suis dit, ne perds pas du temps à designer quelque chose qui ne correspond pas à une réalité. Il faut dire aussi qu'à Djibouti, à ce moment-là, il y avait quelques difficultés en termes de moyens et d'API de paiement. Il n'y avait pas d'API de paiement. Bon, donc c'est même pas des API qui sont internationales au niveau du continent, je veux dire, et qui pourraient être utilisées. Il n'y avait pas Non, ça? non, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Et donc, pour ne pas perdre du temps, Et du coup, le mobile money, parce que le mobile money, c'est quand même, il y a des opérateurs téléphoniques parce que pour bien comprendre Dalma, pour bien comprendre quel est le modèle économique, comment vous générez du chiffre d'affaires à Dalma? c'est à la commission, sur les frais des transactions qui transitent sur notre plateforme. Et donc, sans API de paiement, il n'y a pas de commission, littéralement. Et en utilisant, je sais pas, est-ce que Stripe ne fonctionne pas, par exemple, des outils comme ça, ou euh, voilà, il y a pas ça qui peut être utilisé à Djibouti. Il n'y a pas des interconnexions qui se font entre ces gros moyens de paiement là et Djibouti? Oui, en fait, nous avons plusieurs types de segments clients que nous ciblons. Les clients internationaux en font partie, bien sûr, mais il y a aussi les locaux et les régionaux. Donc, Ouais. on ne peut pas utiliser les Stripe pour des paiements locaux et Et en ou Afrique, par régionaux. exemple, en Afrique, c'est un moyen aussi. En Afrique, fonctionne très bien sur le continent africain. Sur le continent africain, il y a Flutterwave, Ouais. il y a Paystack, mais ils sont au Kenya, ils sont pas à Djibouti. Oui. Ils sont au Kenya. On va dire que le pays le plus avancé technologiquement et au niveau de l'écosystème startup, c'est le Kenya. L'Éthiopie est en plein démarrage. L'Éthiopie a structuré l'année dernière toute la partie startup, tout ce qui est légal au niveau des startups. Il y a des API là-bas. Donc, euh, il fallait qu'on préserve, on va dire, les ressources parce que je ne pouvais pas me permettre d'échouer, quoi. Mais bon, je Et voyageais. alors, quelle solution vous avez trouvé du coup? On a eu un premier partenaire local qui était en train de développer une solution. Il est mort-né des difficultés au niveau de la banque centrale.
Il y a eu un deuxième, c'est avec le deuxième qu'aujourd'hui nous travaillons. En fait, D'accord. lui-même, disons qu'à Djibouti, l'écosystème, il est vraiment au début, on est assez conservateur. En plus, il y a beaucoup de risques. L'État est assez prudent, on va dire. Mais bon, actuellement, il y a une vraie volonté. Il n'y avait pas un ministère dédié à tout ce qui est innovation, entrepreneuriat. Ah oui, Un ministère a été créé pour, on va dire, guider et diriger la volonté du gouvernement à vouloir créer un écosystème favorable. Euh, euh, le clé a pris plus de proportions. Et donc, nous, à ce moment-là, cet acteur-là a eu des difficultés, mais quand même, on l'a eu récemment même, ces moyens de paiement. Mais on va dire qu'on a pu travailler de façon, on va dire, manuelle, ok, semi-manuelle. bien Ce sûr. n'est pas scalable, ce n'est pas une solution scalable, mais Bien bon, on a sûr. pris notre mal en patience. Nous avons cet acteur-là aujourd'hui nous permet nous a donné une solution qui puisse euh, d'opérer exactement, de ramener des touristes éthiopiens qui n'ont pas accès à des belles plages à Djibouti et de pouvoir payer leur réservation en monnaie éthiopienne, le birr, et inversement. Et il nous permet aussi de supporter aussi tout ce qui est paiement international, carte, Visa, Master. Et donc, on n'a même pas besoin réellement de passer par Stripe. Et le coût est moindre par rapport à Stripe, sans oublier En que le termes de local, commission, on peut vite bien sûr. interagir avec eux. Stripe, on connaît, on peut attendre 7 jours pour recevoir les fonds. S'il y a un problème, ça traîne encore. Donc, c'est des difficultés auxquelles nous ne souhaitions pas avoir affaire. À Djibouti, si je reviens à ta question, il y a le mobile money qui a pris des proportions. La population n'était pas éduquée sur les mobile money. Mais aujourd'hui, il y a presque la moitié de la population qui a le mobile money. Et il y a eu un boom du mobile money qui est propulsé par les banques. Par les banques. À Djibouti particulièrement, c'est les banques qui le Non, propulsent. c'est pas les opérateurs téléphoniques, c'est les banques. Il y a qu'un seul opérateur, en fait, téléphonique qui a un seul moyen qui a un mobile money, mais les autres Oui, acteurs qui propulsent le mobile money, ce sont les banques. incroyable. Oui, c'est un peu différent de l'Afrique de l'Ouest où MTN, Move et Orange Exactement. gèrent le mobile money. Ok, ok. Ah, et les banques, c'est des banques privées ou des banques plutôt, voilà, c'est essentiellement privé quand même les banques là-bas? À Djibouti, il y a beaucoup de banques. À l'opposé de l'Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de banques. Il y a à peu près une quinzaine de banques pour un petit pays comme Djibouti. Oui, c'est incroyable ça. Exactement. Et donc, c'est des banques privées. Ok, L'État est actionnaire d'une seule banque historique. ok. Et donc pour revenir un peu sur le workflow justement de Dalmar, moi je suis touriste, alors on va dire étranger. Je suis au Bénin, j'ai envie de venir à Djibouti, passer 2 semaines. Je vais sur la plateforme, je vais trouver quoi? Je peux réserver quoi? Je peux réserver l'hébergement, je peux réserver qu'est-ce qu'il y a comme service que je peux avoir pour justement passer ces 2 semaines à Djibouti? Oui, déjà, il y a, en fait, il y a tout ce qui est hébergement. Il y a Oui, aussi tout ce qui est activités snorkeling, plongée, ok, char à voile qu'on peut trouver à Djibouti. Il y a aussi les offres packagées où on peut ok, avoir hébergement, restauration et transport en même temps. ok. Il y a aussi une petite partie événement, mais bon, c'est assez anodin. Mais le plus important, ce n'est pas vraiment les offres que nous proposons. Euh, Là où je veux vraiment, ce sur lequel je veux vraiment insister, c'est sur la distribution. Parce que le problème, c'est la distribution. Les offres sont disponibles, les acteurs, on peut contacter une agence et réserver une agence. Le point de différenciation de Dalmar, c'est de faire en sorte que c'est Booking.com, ces grands acteurs qui prélèvent vraiment 20, 25%, 30% Exactement. de la réservation et qui répartent directement à l'étranger, ce n'est pas intéressant pour le local, mais Bien ils y sûr. sont obligés. Et ce n'est pas normal. Ils ont le volume, parce que ces plateformes ont le volume, donc forcément. Oui, et tu négocies pas, ils sont plus forts que les acteurs du tourisme. Donc nous, notre solution, c'est vraiment d'aider d'un côté les acteurs du tourisme à pouvoir distribuer leur offre
avec, en tout cas, avec des solutions en interne. Et les frais du processeur de paiement est ridicule. Et donc, notre commission même est faible par rapport à Booking. Et donc, on peut vraiment leverager sur ça pour pouvoir créer, on va dire, une adoption. Mais il faut dire aussi que les acteurs du tourisme ne sont pas éduqués dans tout ce qui est digital, et ils bien comprennent sûr. pas. Donc, il fallait d'un côté que nous éduquions, de l'autre côté que nous designions une solution qui correspond, et de l'autre côté aussi, on essaie d'interconnecter à des acteurs, à des voyageurs, des vlogueurs voyageurs des vlogueurs voyagent en Afrique. On peut voir en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, beaucoup de jeunes filment leurs voyages et leurs excursions. Et donc, c'est vraiment un canal sur lequel on veut capitaliser pour distribuer. Et donc, à ce moment-là, on donne une partie de notre commission aux conseillers, on va dire. Une autre partie, nous la gardons. Une autre partie, c'est le processeur qui le prend. Et bien sûr, la majorité revient au prestataire du service. Et à ce moment-là, on veut créer en fait un écosystème. Et ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. Il faudra que tous ces acteurs-là puissent être alignés et que nous soyons l'arbitre qui régit cette plateforme. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, c'est un super projet. Et du coup, la vision, je dirais, continentale, quelle est ta vision dans le sens aujourd'hui, c'est Djibouti. Tu parlais quand même de hub entre l'Éthiopie et Djibouti. Donc, est-ce qu'il y a cette vision aussi quand même régionale, voire continentale à terme aussi? Exactement. En tout cas, moi, je suis un panafricain né, et donc au début même, ça a été de développer cette solution-là pour l'Afrique. Mais on démarre par Djibouti et par la région. Mon voyage d'affaires de 2 mois, 3 mois en Éthiopie ou en Somalie, c'était pour prendre racine, identifier comment ça se passe et ne pas venir euh, un jour et recommencer des zéros, tâter le terrain, on va dire. Je peux tâter le terrain et Djibouti, Somalie, l'Éthiopie, ça forme vraiment un bloc. Et il y a des touristes qui partent de Djibouti qui vont en Éthiopie. Actuellement, nous sommes à la période, on va dire, la période, l'été à Djibouti. Et donc, il y a beaucoup de touristes djiboutiens qui partent, qui fuient la chaleur et qui vont sur le plateau éthiopien. Il y a même chose en Somalie. Et pendant l'été, pendant l'hiver, il y a aussi les hommes d'affaires éthiopiens, somaliens qui viennent à Djibouti parce que Djibouti est vraiment la porte d'entrée de la Corne de l'Afrique. Et donc, c'est de créer une synergie dans toute cette région-là avant de pouvoir aller au Bénin. J'aimerais bien repartir au Bénin, proposer ma solution, interconnecter les prestataires de l'hébergeur à Dassa et à Netitengu à la plateforme et ainsi de suite. Et bien sûr, il faut faire en sorte que cette plateforme soit assez, qu'elle fournisse une expérience fluide pour toutes les Bien parties. sûr, bien sûr. En tout cas, on t'envoie beaucoup de bonnes énergies pour que déjà ça démarre, ça explose bien plutôt, ça a bien démarré, que ça explose bien à Djibouti et que ça puisse ensuite s'étendre sur la région de l'Éthiopie et de la Somalie. On va aller au deuxième thème. Qui parle plus de souveraineté de la data, c'est des sujets importants aussi, et l'énergie, on en a parlé un peu tout à l'heure. Et justement, tu parlais de Djibouti. Djibouti, c'est effectivement aujourd'hui un carrefour quand même majeur pour tout ce qui est câbles sous-marins. Le problème, c'est que ces câbles-là, ils sont bien gentils, ils arrivent, mais bah, malheureusement, les populations qui sont à l'intérieur ne profitent pas, bah, ne profitent pas de cette capacité, en tout cas, pour pouvoir avoir un Internet de haut débit ou des choses comme ça. Et voilà, sans parler des problèmes de délestement qu'il peut y avoir aussi avec le gouvernement, comme on sait dans tous les pays, malheureusement, qui coupe l'électricité parfois comme ça. Et on n'a pas la chance d'avoir une recharge ou un, comment ça s'appelle, un système qui permet de prendre le relais, ben, on se retrouve en galère. Donc voilà. Aujourd'hui, donc on a tout ça là qui commence à arriver. On sait que les GAFAM aussi sont très gourmands sur l'Afrique. Ils savent qu'il y a un marché colossal en termes de consommation, je dirais, de la partie tech, tout ce qui est mobile, tout ce qui est streaming, tout ce qui est et que ces gens-là, comme nous, n'ont pas ce qu'il faut pour pouvoir regarder. Et donc la majorité quand même aujourd'hui des données, elles sont quand même hébergées, en tout cas à l'étranger, ou elles sont utilisent des moyens étrangers.
Comment est-ce que quel est ton avis que l'Afrique devienne un peu plus autonome, un peu plus souveraine de ses propres données, ou de sa propre énergie? Je suis vraiment très, très curieux d'avoir ton avis parce que tu as bougé, tu as été au Bénin, tu es à Djibouti, tu as été en Éthiopie, tu connais le mar somalien, tu as parlé du Kenya. Donc tu as une vision quand même, je trouve, assez continentale et donc quel est ton avis sur ces sujets-là de souveraineté de données et d'énergie? Merci pour cette question. C'est vraiment une question très pertinente pour notre continent. À Djibouti particulièrement, l'énergie fait partie, en tout cas le coût de l'énergie fait partie des plus chers au monde, littéralement, des plus chers. Euh, et sans énergie, on peut rien développer. L'énergie, la croissance économique même, c'est de l'énergie transformée. Bien sûr. Donc, on a un potentiel incroyable en termes d'énergie solaire. Il fait chaud à Djibouti presque. Soleil, bien sûr, Il n'y a pas de nuages, littéralement, bien chaque sûr. jour de l'année. Donc, on peut capitaliser là-dessus. Le gouvernement, en tout cas, est conscient de ces atouts-là. À Djibouti, par exemple, euh, on a plusieurs sources d'énergie. On a bien sûr les groupes électrogènes qui fonctionnent au fioul, mais ça s'est fait de moins en moins. Pourquoi? Parce que Bien sûr. il y a eu une interconnexion entre le grand barrage éthiopien et Djibouti. Donc Djibouti récupère de l'énergie du barrage hydroélectrique éthiopien. Donc il faut OK, que le pays africain puisse collaborer. Forcément, un pays n'a pas tous les atouts. Et il bien faut sûr, que chaque pays puisse capitaliser sur ses atouts et qu'il puisse collaborer avec les autres. Il puisse aussi, de son côté, développer des solutions complémentaires comme le solaire, bien comme sûr. l'éolien. À Djibouti, il y a un Exact. projet éolien qui a été inauguré il y a 2, 3 ans. C'est pas beaucoup, mais c'est de l'ordre de 60 mégawatts. Ça représente quand Quand même même, 10% du besoin du pays. Donc, quand même. euh, c'est quand même intéressant. Il y a aussi un projet qui est en cours en construction dans un désert qui s'appelle le Grand Bara, où ils vont installer une ferme Panneaux de solaires. panneaux solaires pour pouvoir aussi ne pas être tout le temps dépendant d'un partenaire comme l'Éthiopie. C'est de cette façon-là qu'on peut simplement vraiment collaborer. Un pays ne peut pas tout seul être autonome en énergie. Et on peut aussi, bien sûr, réfléchir sur l'énergie nucléaire. Par exemple, lorsqu'on prend un pays comme le Niger, le nucléaire est une solution que nous devons systématiquement mettre en place. Ça, c'est Bien sûr, indéniable. Pour pouvoir rivaliser avec d'autres pays, d'autres continents, il faut qu'on ait l'énergie la moins chère possible, sincèrement. exactement. Donc, pour la Complètement, question, complètement. oui, Non, non, c'est clair, complètement en phase. La complémentarité entre les pays est primordiale. On voit même au Maghreb, le Maroc a mis en place une ferme de panneaux solaires à Ouarzazate avec une capacité de production de plusieurs centaines de mégawatts et qui sont en train justement, au niveau de la sous-région, penser à partager aussi. Donc, c'est effectivement pour les pays d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale ou même australe, il faut qu'il y ait cette donc je me dis, dans le sens de ce que tu dis, est-ce que il faudrait pas une espèce, comme on a des systèmes de banque centrale, et est-ce qu'il faudrait pas qu'il y ait une coopération, en tout cas quelque chose qui permet de faire que c'est un sujet continental et pas un sujet qui soit national ou régional, vraiment parce que là, à force d'être tout seul, encore une fois, on peut aller vite, mais on va pas aussi loin que quand on est ensemble, quoi. c'est tout à fait, tout à fait. C'est vrai il y a la banque, en fait, Afrique, il y a une branche de la Banque africaine de développement qui s'occupe de tout ce qui est investissement dans le secteur, comme de l'énergie. Laissez-moi juste vérifier. Afrique, ça s'appelle. En tout cas, c'est la question de l'investissement. C'est la banque African Export-Import Bank. Souvent, elle investit dans des projets vraiment importants. Mais là où je veux vraiment rebondir, il faut qu'il y ait de l'investissement. Par exemple, pour le barrage éthiopien, la Banque mondiale ou le FMI n'a pas investi. Ils n'ont pas voulu investir. Ils n'ont pas voulu investir. Et donc, comment les Éthiopiens ont fait? Ils ont fait un appel au public éthiopien. Chacun Bien donnait sûr. 5 000 francs, 10 000 francs et ils ont pu récolter presque 4 milliards de dollars pour pouvoir construire. Waouh. Donc, il faut que les banques africaines, parce que en tout cas, les gens
en toi, moi, je suis convaincu d'une chose parce que j'ai déjà vu en Afrique de l'Ouest que les banques n'investissent pas. À Djibouti, les banques n'investissent pas. Mais ce qu'il faut qu'on sache, c'est que une population jeune ne va pas Bien tous sûr, disparaître demain. Ils auront de l'énergie, euh, ils vont pouvoir travailler. Et donc, il faut que la banque récupère ce potentiel de richesse que nous avons dans le futur et qu'elle investit bien sûr, aujourd'hui dans des bien sûr. infrastructures qui puissent nous permettre d'atteindre même cette réalité-là. Et donc, Exactement ça. les banques ne font pas leur travail. En tout cas, moi, je suis convaincu d'une chose. Les banques ne font pas Je leur travail. Je suis complètement d'accord. Parce qu'en fait, le retour sur investissement, il est sur la croissance. Et investir aujourd'hui, c'est effectivement parce que notre puissance, notre force à nous, c'est cette jeunesse-là. Cette jeunesse qui a soif de pouvoir justement entreprendre, soif de pouvoir aussi participer à l'essor d'un pays, d'un continent. Donc si il est là où il y a l'argent, les gens qui ont l'argent et les institutions qui ont l'argent ne sont pas capables de comprendre que c'est un investissement avec un retour sur investissement qui est rapide en plus, vu la démographie qu'on a dans nos pays, ils sont en train de rater quelque chose. Ils sont en train de louper quelque chose pour moi. Je suis complètement en phase. Oui, oui. En fait, il mystifie même ça en disant que c'est un problème de dette. On aura des dettes. Les États-Unis font partie du pays. C'est le pays le plus endetté au monde. Donc, la dette, c'est pas un problème. Le monde entier fonctionne à la dette. Et donc, nous, Exactement. pourquoi nous, on a du mal à récupérer ces dettes-là et investir sur du concret. Eux, ils impriment leurs billets à tout va et ils restent riches comme nous, on Bien peut pas sûr. investir dans des mines, on peut pas investir dans des projets d'infrastructure, on peut pas investir dans des centres de données parce que c'est une question importante même. Aujourd'hui, toutes nos données sont en train de d'être étriques et les autres connaissent mieux nous-mêmes que nous-mêmes. C'est dommage. Exact. Exactement. C'est comme si tu me tends la perche parce que c'est la question juste après sur les data centers, justement. Aujourd'hui, effectivement, alors, il y a quand même des pays qui travaillent aujourd'hui sur la souveraineté de la donnée et qui créent des data centers nationaux. Il y a quand même, je sais qu'au Bénin, ça a été fait récemment, il y a quelques années, mais quand même, quelle est ton opinion sur le fait que ben, la plupart de ces données-là et ces data centers sont à l'étranger et que on donne gratuitement tout ça à ces centres de données-là. Et je parle même pas encore de l'IA, on n'a même pas d'IA souveraine. On est consommateur, encore une fois. C'est quoi ton avis sur le fait que l'Afrique soit consommatrice et non productrice sur ces sujets de données et d'intelligence artificielle? Je vais prendre cette citation de Cheikh Anta Diop qui disait, on mène contre nous le combat le plus dur, même plus dur que celui qui a fait disparaître certaines espèces. Et donc, Bien sûr, aujourd'hui, si on n'investit pas sur notre propre souveraineté, personne ne va nous aider. Personne. Des pays doivent, en tout cas, les pays prennent conscience que c'est quelque chose d'indéniable, que nous devons aller dans cette direction-là systématiquement. Djibouti a un potentiel incroyable d'être un centre de données, en tout cas un lieu où déjà on a les câbles, on a à peu près 14 câbles, 13 câbles. Les plus importants au monde atterrissent à Djibouti et puis continuent leur route vers Marseille, vers l'Égypte et tout ça. Et donc, c'est le lieu d'être même de méga centres. Récemment, il y a même pas 3, 4 jours, il y a un projet d'investissement d'1,3 milliard de dollars pour construire un data center vraiment énorme dans les 5 ans à venir. À Djibouti particulièrement, nous avons quelques data centers, euh, mais ils sont pas un propriétaire privé des télécoms et compagnie, des banques, mais il y a 2 data centers, euh, on va dire moyens, mais ça ne répond pas à nos besoins, bien sûr, c'est peu. Donc, pour pouvoir avoir un contrôle sur notre économie, sur notre avenir, nous devons avoir un contrôle sur notre data. Sans bien ça, sûr. c'est pas possible. On peut pas offrir une expérience de vie intéressante pour la population. On peut pas avoir les outils pour pouvoir diriger on va dire guider notre pays. C'est pas possible. Et donc, en fait, s'il n'est pas trop tard ou s'il est trop tard, on risque je pense il y a qu'il y a une voie de non-retour. Si ça continue comme ça, il se peut que il y ait même plus la possibilité de rattraper le coup.
Parce que je bien pense sûr, que la dernière voie de développement, c'est là où on est aujourd'hui. Si dans les 5 ans, dans les 10 ans à venir, on ne fait rien, on peut avoir toute la bonne volonté du monde. Le match est perdu d'avance. Donc nous devons investir urgemment en infrastructure souveraine pour pouvoir être, pour avoir la chance même d'être dans la compétition encore. Parce qu'on risque de ne plus être dans la compétition. bien sûr, bien sûr. D'autant que, et en plus, je dirais même au-delà, c'est vrai qu'il y a une réelle compétition parce que ces gros acteurs-là, encore une fois, savent qu'il y a un marché incroyable et qu'il y a de l'argent à tirer des populations africaines. Oui, je suis d'accord avec toi sur cette partie compétition, mais c'est au-delà même de la compétition, il y va même, je pense, de Survie. notre survie en fait. Ouais, clairement, clairement, on est d'accord. Troisième thème, c'est un sujet je t'avoue, c'est un peu un sujet qui est très sensible à mon cœur, mais qui malheureusement aussi n'est pas forcément très développé. Ça commence à être développé, c'est le sujet des langues locales. Euh, Aujourd'hui, tous les deux, tu es djiboutien, je suis d'origine béninoise, je suis béninois. On parle tous les deux en français. On se comprend très bien, on parle bien français, et c'est bien, on a étudié, on est nous sommes des érudits, des intellectuels, on va dire, technologiques, très bien. Mais quelle est la langue principale, ou quelles sont les trois langues principales, par exemple, à Djibouti aujourd'hui? Oui, les langues locales. Déjà, il y a le Somali. Moi, je parle le Somali, je suis somali. C'est un peu Oui, comme les fonds. Voilà, le ok, Somali, c'est comme les fonds. Donc, je parle le Somali. Il y a l'Afar aussi, qui est une ok, langue très proche, très très proche même. C'est un peu comme le Mina et le fond. Ils se comprennent quoi. ok, Il y a aussi l'arabe, mais c'est pas une langue africaine. Je mets de côté cette langue. Aujourd'hui, à Djibouti, les gens utilisent le français et l'arabe. Deux langues qui ne sont pas des langues local, africaines. Et donc, moi, je me suis nourri de Cheikh Anta Diop et de ces historiens parce que, en fait, là où cette question-là soulève une question qui a été soulevée depuis en bas, et c'est la question de l'imaginaire. Aujourd'hui, les jeunes Africains réfléchissent en français, ils pensent en français. C'est terrible, c'est bien terrible. sûr, Ça crée des incohérences et des inconsistances entre eux-mêmes, leur être et le pays dans lequel ils sont. Et donc, bien sûr, cette question doit être une question stratégique. Sincèrement, la langue doit, avec les ressources qu'aujourd'hui nous avons, Internet, le numérique, ça devrait être facile. Ça devrait être facile normalement de pouvoir récupérer. La langue somalie, par exemple, elle fait partie des langues les plus anciennes. Elle a presque 8000 ans, selon les historiens. Mais euh, malheureusement, ces gens-là en fait, c'est au niveau on devrait utiliser l'histoire pour pouvoir éveiller les gens. Parce que tout à les fait, gens ne comprennent pas, ils pensent que la langue du paradis, ils sont musulmans. Ils pensent que la bien langue sûr, du paradis, quelle absurdité. Il faut que les gens arrêtent. Euh, bien sûr, on peut pas vraiment, et en plus de ça, les gens n'arrivent pas à valoriser ce qu'ils sont. Au-delà de la langue même, les gens changent de peau, changent de couleur de peau. Et donc, couleur, c'est une bien question sûr, bien plus profonde que la question de la langue. Il faut que bien l'Africain sûr, s'aime lui-même. Il faut que des exactement, auteurs comme Cheikh Anta Diop, Théophile Oben, bien sûr. Kofi Gomez, Thomas tout, Sankara, bien exactement sûr, Sankara et tous ces beaux mondes-là, tous ces penseurs-là qui ont laissé beaucoup de réflexions sur la table, on puisse se nourrir de ces gens-là et qu'à ce moment-là, la question de la langue même, c'est une non-question parce que on la pratique même systématiquement. bien Donc, il sûr. faut qu'on aille au fond des choses. Je suis complètement d'accord avec toi. Et est-ce que, d'un point de vue politique, parce qu'à un moment, si on met pas les actions politiques qu'il faut pour dire, par exemple, que ça commence très tôt à l'école, ça commence au niveau des enfants qui vont à l'école, que il faut pas apprendre forcément. D'ailleurs, ça a été démontré, hein, des études ont démontré que quand on apprend petit dans sa langue, on est bien plus performant dans les connaissances de matières comme des mathématiques, par la physique ou d'autres matières. On insère ça beaucoup plus facilement et donc les concepts sont beaucoup mieux intégrés
que quand on apprend dans une langue qui n'est pas sa langue natale. Ex- Est-ce qu'il y a pas une nécessité des gouvernements de mettre ces choses en place? Il y a des gouvernements qui l'ont mis en place, certes. Je sais qu'au Mali, au Sénégal aussi, mais est-ce qu'il n'y a pas une volonté, en tout cas une dynamique importante de la part des gouvernements de mettre ça en place rapidement? À Djibouti, comment ça se passe? Et c'est vrai que le gouvernement doit mettre le paquet sur ces aspects-là, mais il n'est pas isolé, il n'est pas seul dans son coin. Les autres, ceux qui défendent ces langues étrangères, comme le français, comme l'arabe, font un effort incroyable, dépensent des milliards et des milliards. Une somme que nous, Africains, nous ne sommes pas prêts à mettre pour défendre nos langues, ils les mettent. Ils organisent chaque année leur conférence de la francophonie. Et 80% des gens qui parlent le français, c'est des Africains qui parlent même pas leur langue ou bien qui n'écrivent même pas leur langue. Même Bien chose sûr, pour l'arabe. Et donc, il y a une vraie bataille. C'est pas comme si ils ne sont pas conscients de ça. Mais il faut qu'il y ait une cohérence de la tête jusqu'aux pieds, on va dire, de façon transversale aussi et bien sûr, horizontale. Il faut que tout le monde prenne conscience que c'est une question, c'est notre propre survie dont il est question. Notre propre langue, à Djibouti particulièrement, on valorise les langues malgré que ce n'est pas encore enseigné, mais il faut savoir que le Somalie, par exemple, si je prends cet exemple-là, parce que la Somalie parle le Somalie. Djibouti, une partie importante de Djibouti parle le Somalie aussi. Une partie importante aussi de l'Éthiopie parle le Somalie. Et c'est une langue qui, à l'époque, 40 ans, c'était une langue qui était écrite, qui était enseignée, c'était la langue officielle du pays même. Donc, ce qui fait que c'était une expérience qui avait réussi. Même le Coran, c'est-à-dire le livre saint de l'islam, était écrit en Somalie. Pour vous dire, même si c'est des valeurs, on va dire, en tout cas c'est un livre d'une religion arabe, on va dire, ce livre-là était écrit en Somalie. Et donc, tout à fait. mais malheureusement, en tout cas moi j'en suis convaincu, si la Somalie est dans un état de déliquescence totale, c'est parce que ce sont des gens qui sont fiers et qui veulent pas qu'on ne laisse pas tranquille. Récemment, ils ont découvert les plus grosses ressources de pétrole au monde, juste à côté, Bien presque sûr, 250 milliards de barils de pétrole. Et sans oublier que ces gens-là ont de l'histoire, sans oublier que ces gens-là, c'est carrément ici que l'homme est né. bien sûr, C'est que on ne peut pas les gens à qui on fait face ne nous laissent pas tranquilles. Donc, il faut c'est qu'on ça. soit armé. Il faut qu'on soit vraiment armé. Il faut qu'on soit armé à tous les niveaux. Moi, en tout cas, le fait que je sois en Afrique de l'Ouest, que j'ai vécu un peu partout, m'a permis d'être armé jusqu'aux dents. Et donc, Bien sûr, quelqu'un ne peut pas venir me raconter des histoires à deux balles et me faire comprendre que non, c'est comme ça la réalité. Il faut que on se rapproprie de l'histoire, il faut qu'on se rapproprie de nos ressources, il faut qu'on se rapproprie de notre langue et à ces moments-là, on redeviendra qui on était dans le bien sûr. Je suis complètement, vraiment, ça me réchauffe le cœur d'entendre tes propos. C'est complètement en phase. Et ça fait plaisir. Mais c'est quelque chose que tu vois non ces genres de discours devraient être normal à la télé. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien Mais sûr. si je remets en cause certaines valeurs, mais on peut pas, Non, on n'a qu'une seule vie, on doit il faut défendre assumer. son. Il faut assumer et combattre. Exactement, c'est ça. On est d'accord, on est d'accord. Justement, parce que je me suis en train de me dire, en t'écoutant, euh, la technologie. Est-ce que la technologie peut pas aider quelque part? Est-ce que, par exemple, quand on parle des modèles d'IA qui aujourd'hui sont évidemment occidentaux, hein, et quand avec les biais qu'on peut connaître et qu'on veut les adapter à nos cultures, à nos langues à nous, est-ce qu'il faut pas quelque part, au même titre qu'on a fait le leapfrogging avec le mobile, est-ce qu'il faut pas qu'on utilise aussi ça pour se dire, ok, bah tiens, quelqu'un qui va parler en Somalie avec quelqu'un qui parle en fond, et ben en fait,
ils vont se comprendre au travers d'une IA qui va faire la traduction automatiquement parce que l'IA aura pris en compte et aura été entraînée sur les langues locales, sur le somali, sur l'afar, sur le wolof, sur le swahili, sur le fon, sur le mina, tu vois. Et est-ce que c'est pas des choses sur lesquelles on doit travailler pour l'inclusion en fait? Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est que on est à un point c'est-à-dire si aujourd'hui on ne fait rien, donc on a une opportunité incroyable. On a vraiment une opportunité incroyable. En tout cas, on sait que nous, on fait partie de cette génération qui a vécu sans Internet. J'ai l'air jeune, mais je suis vieux. On va dire, j'ai presque 38 ans. Euh, on a vécu sans Internet. On a vu Internet et on a vu. Bien sûr, Aujourd'hui, si on ne fait rien, ça risque d'être compliqué. Et c'est même le lieu et le moment d'investir énormément, d'investir énormément sur tous ces jeunes-là, tous ces capitals humains qui chôment, qui ne font rien. bien sûr, Aujourd'hui, on n'a même pas besoin qu'il y ait des écoles. Tout est sur Internet. On peut se bien former sûr, et il faut que ces gens-là aient l'argent nécessaire pour vivre, pour s'engager à fond et que l'État joue réellement son rôle. C'est-à-dire, c'est bien lui sûr, de donner des ressources nécessaires pour pouvoir défendre parce que sans population éduquée, sans population consciente des vraies problématiques, mais c'est la décadence totale. bien Donc, sûr, l'État devrait normalement investir, même s'il y a des projets qui échouent, elle devrait investir. bien Qu'il y ait sûr. même 1% de réussite, c'est pas un problème. C'est même ce que nous souhaitons. Il faut que l'État Exactement. investisse à tout va, à tout va, à tout va, sincèrement. Il faut que l'État Complètement investisse. d'accord. Il faut que l'Union africaine euh, euh, encourage. Je pense qu'il est vraiment très conscient parce qu'aujourd'hui, c'est l'institution qui peut vraiment fédérer des politiques et qui soient appliquées un peu partout en Afrique. Il faut qu'elle joue vraiment son rôle. Il faut que les États africains aussi payent leurs cotisations pour qu'ils aient les ressources nécessaires pour que tous ces pays-là puissent appliquer ce qui a marché au Bénin, à Djibouti, ce qui a marché à Djibouti, au Botswana, et qu'il n'y ait pas qu'il n'y a pas la réinvention de la roue dans chaque Bien pays. sûr. C'est Exactement. vraiment, c'est vraiment. Et donc il y a une urgence vraiment qu'il y ait un État fort. Les petits pays africains comme Djibouti, Bénin, ça n'a même pas de sens, quoi, sincèrement. Bien sûr. Je suis complètement en phase. Complètement en phase. On avance un peu, malgré l'énergie magnifique qu'il y a, qu'il y a dans les C'est des questions discussions. qui me tiennent à cœur parce que vraiment, ce sont des questions qui me tiennent à cœur. Mais bon, moi j'ai vu vos questions et je me suis dit, ok, il y a qu'une seule partie qui porte sur, donc c'est les autres parties sont intéressantes. Super, merci beaucoup. Je venais sur des questions un peu plus généralistes, on va dire. Aujourd'hui, il y a le développement du web. C'est quel métier du digital, selon toi, représente les plus fortes, on va dire, opportunités pour la jeunesse africaine dans les prochaines années? D'accord. Pour les prochaines années, sincèrement, les développeurs, les designers, moi j'ai aimé vraiment une expérience, c'est-à-dire au Bénin, ce que Semi City a fait, c'était vraiment intéressant. Elle a misé sur le design et sur le développeur. Ça, c'est une expérience. Ces deux éléments-là, c'est vraiment quelque chose qui peuvent raconter, qui peuvent valoriser, c'est-à-dire c'est les outils des créateurs. Bien sûr, Avec ces deux outils, bien sûr, et tout ce qui est accessoire et qui est autour, on peut pas vraiment on peut avoir besoin de, d'experts en base de données et tout ça, mais toutes les métiers du digital qui permettent la création, ce qu'il faut vraiment mettre en avant, avant, encourager bien pour sûr. que ces jeunes soient formés dans ces domaines-là. Parce qu'avec ça, tout seul dans son coin, il peut designer une solution qui peut Exactement. vraiment prendre de l'ampleur. Exactement. Je lisais hier un article, un rapport de Stripe qui disait qu'ils avaient de plus en plus de solo entrepreneurs, donc d'entrepreneurs seuls, qui faisaient des chiffres d'affaires de plusieurs millions de dollars en étant tout seul en fait, tout seul, en ayant créé une plateforme tout seul. Et ils génèrent des chiffres d'affaires incroyables, colossaux, et qui voyaient de plus en plus ce genre de profil-là
au travers de leurs transactions. Tout à fait, tout à fait. Oui, parce que moi-même, je lisais qui disait la taille moyenne d'une équipe aujourd'hui, c'est deux personnes. C'est Donc, ça, c'est euh, ça, euh, deux personnes, moins de communication, communication fluide plutôt, deux c'est profils ça, complémentaires, deux guerriers, c'est les ça. outils sont là. Sincèrement, je pense que on a une opportunité, cette jeunesse africaine, aussi paradoxale soit-elle, parce que aujourd'hui, une certaine négativité qui est indéniable, des difficultés courantes, mais n'empêche que l'opportunité de nous relever n'a jamais été aussi grande qu'aujourd'hui, que jamais, sincèrement. Donc, les outils de création IT, c'est tout le monde, les enfants même doivent coder. Ah oui, on est d'accord, on est d'accord. Et question sur justement la jeunesse. Comment les jeunes aujourd'hui, notamment dans les métiers du digital, peuvent accéder à des compétences et intégrer quelque part l'économie numérique mondiale. Quand on est un jeune Djiboutien et que on a cette énergie de pouvoir entreprendre un projet. Comment on peut faire justement pour accéder aux compétences? Alors, comme tu l'as dit, il y a Internet, on peut s'auto-former, tout ça, et ensuite essayer de scaler justement pour attaquer le marché mondial, quoi. Exactement. En fait, c'est que il faut que souvent ce qui manque aux jeunes, ils ont un peu peur. Ils connaissent pas. Il y a beaucoup d'incertitudes qui les freinent. Ils peuvent avoir les bonnes idées, mais bon, il y a quelques lacunes, quelques zones d'ombre qui les empêchent de pouvoir avancer. Et donc, en étant en s'associant à deux, à trois, pas beaucoup, même pas une grosse équipe, mais une petite, avec des profils complémentaires, ils peuvent vraiment jouer un rôle très important. Aujourd'hui, beaucoup des compétences africaines travaillent pour des grosses boîtes américaines, même à distance. Bien sûr. Il y a Andela, la startup valorisée à plusieurs millions de dollars, qui est même le canal via lequel ces ressources sont engagées. Et donc, d'un côté, il faudrait que ces jeunes-là soient et qu'ils forment des profils complémentaires. De l'autre côté aussi, nous, les aînés, en tout cas les aînés, doivent jouer aussi leur rôle pour que ils puissent encourager les jeunes à pouvoir se lancer et qu'ils éclaircissent certaines choses. J'imagine que, par exemple, une discussion pareille qu'on est en train d'avoir peut vraiment enlever beaucoup d'incertitudes ou peut aider beaucoup de jeunes à avoir une idée claire à, à avoir une certaine sérénité à avancer. Bien Et sûr. donc, je pense que les deux parties doivent jouer leur rôle. Il faut que beaucoup d'événements aient lieu en Europe, ou en tout cas, je pense que vous êtes en Europe. Beaucoup d'événements ont lieu chaque week-end. Beaucoup d'événements, des événements pour des vieux, des événements tech pour les jeunes, des événements à tout va. En Afrique, il n'y a pas assez d'événements. Il faut que les gens parlent, il faut que les gens discutent, il faut que, on va dire que ce diamant brut puisse éclater Oui, au grand jour. Et donc, bien sans sûr. discussion, sans réel, par exemple, je parle à Djibouti particulièrement, il n'y a pas beaucoup d'événements. Et donc, c'est quelque chose que j'aimerais bien régler. Et en Bien Afrique, sûr. généralement aussi, il n'y a pas beaucoup d'événements. Il faut que les gens puissent discuter et c'est avec l'échange. Et c'est quelque chose qui caractérise nos populations africaines. C'est avec l'échange qu'on arrive à entrevoir énormément de possibilités qui nous étaient impossibles. On va aller sur le thème d'Africa Lance, qui est le projet que j'ai lancé. Et bon, le pitch, hein, on a notre mission, c'est vraiment de mettre en relation les talents du digital en Afrique avec les entreprises du continent et du monde. Et l'idée, c'est de favoriser l'accès justement à des opportunités de travail pour que les gens puissent gagner de l'argent au travers de leurs compétences digitales et être autonome, avoir cette indépendance financière. Et on a comme vision, en tout cas, d'être la plateforme de référence. Il y a déjà pas mal de plateformes sur le marché, mais voilà, on vise à être cette plateforme de référence pour l'emploi digital en Afrique. Au vu de ton expérience, tu as parlé d'Andela, il y a d'autres plateformes aussi. Voilà, qu'est-ce que, notamment, enfin, sur le marché de l'Afrique de l'Ouest et le marché de l'Afrique de l'Est, quel est ton sentiment quand je te parle de Africa Lance sur la mission, sur le défi? Qu'est-ce que ça t'amène comme réflexion et comme input en fait? C'est vrai que le vrai challenge en Afrique, c'est de trouver les talents africains parce que le coût peut se révéler vite important.
engager quelqu'un, c'est vraiment difficile. Par exemple, si je prends l'exemple du Djibouti, engager quelqu'un, c'est beaucoup de charges. Les charges que ça représente, au-delà du salaire même, toutes les charges autour c'est vraiment et c'est quelque bien chose sûr, qui ne peut pas être facile pour une entreprise. De l'autre côté aussi, trouver la bonne personne, la bonne compétence, même si c'est au fin fond de l'Afrique et que la personne est capable de faire le travail, sincèrement, ça peut être une solution. J'ai un peu parcouru la plateforme, j'ai vu qu'il y a des profils malgaches, il y a des profils un peu divers, un peu partout dans le monde. Si la ressource je vais pouvoir, il faut que les entreprises africaines ou mondiales puissent se dire, et c'est de cette façon-là qu'elles réfléchissent. Si la ressource compétente est quelque part, je vais pouvoir y accéder de façon la plus facile possible. bien Donc, sûr. des plateformes comme Freelance et Andela et autres, ArriveGet aussi que je voyais il y a 2 jours qui était lancé sur le même modèle, permettent à ce que le gap de la recherche soit vraiment réduit. Et Ouais. derrière, avec les expériences qui seront sûrement listées sur la plateforme, faire coïncider la demande et l'offre et euh, aussitôt faire l'objectif de l'engagement même, en fin de compte. Sûr. Et alors, tu parlais de justement, moi le sujet effectivement, c'est qu'il y ait une entreprise en Europe qui ait besoin de ressources en Afrique, enfin de ressources tout simplement, et qui répondent aux besoins surtout de voilà et qui soit compétente, comme tu dis, mais localement aussi, parce qu'on a un vrai problème quand même localement, c'est que les entreprises locales ne font pas appel la plupart du temps aux ressources, aux compétences locales. Il y en a beaucoup qui ont un peu ce complexe de dire ah, il y a un mois ou deux, là, j'avais un ami ivoirien qui me dit, qui est CTO d'une fintech et qui me dit, je suis à la recherche de dev, côté un peu base de données, Postgre, tout ça, nanana, et mon CEO ne veut pas recruter localement. Je dis, mais c'est quoi le problème? On a les compétences locales. Non, mais non, il préfère recruter en France. Il y a quand même, c'est quand même pas normal, quoi. Eh ben, c'est exactement, c'est pas normal. En fait, il y a ce paradoxe où on a un point de vue très on va dire, on pense pas que les Africains, les jeunes Africains, ou bien les Africains sont compétents dans leur domaine. Il faut dire aussi que c'est un imaginaire qui a été construit par des gens qu'on connaît. Et donc, forcément, ils se sont nourris de ces informations-là et ils ne voient même pas les exceptions ou la réalité en face, on va dire. Mais l'opportunité pour les jeunes Africains, pour une plateforme pareille, par exemple, Andela, si elle est valorisée autant, ou bien qu'il y a une plateforme comme la tienne, c'est que l'entreprise occidentale, elle, ce qu'elle regarde, elle valorise réellement money. Bien sûr, Exactement. Le coût que ça représente à un employé et ce que ça représente un Malgache ou un Marocain ou un Béninois ou un Djiboutien, il y a pas match. Et ça représente peut-être, on va dire, la moitié de ce montant-là. Et donc, là où, là où un monsieur comme celui dont vous m'avez parlé va vraiment comprendre les choses, c'est que lorsque ces entreprises européennes vont engager des jeunes Africains, à ce moment-là, les ressources vont se faire rares. Et lui, il va vraiment avoir du mal à compétir avec des entreprises qui engagent local sur son bien propre sûr, marché et que lui, il engage des étrangers et qui lui reviennent. C'est mathématique, il va vite épuiser ses ressources. Même bien si, sûr, bien sûr, il a des compétences, entre guillemets, qui sont meilleures pour lui, c'est qu'il bien pense. sûr. Mais je pense que cette réalité est en train de changer. Cette réalité est en train de changer. L'IA est en train de tout chambouler aussi. Et donc, tout ça va faire en sorte que les jeunes Africains vont avoir une voie royale pour pouvoir vraiment capitaliser sur ces opportunités-là. Sincèrement, Bien sûr. j'en suis vraiment convaincu. Et selon toi, comment on peut s'assurer que permettre à des talents de travailler à distance pour des entreprises étrangères enrichissent vraiment l'écosystème local sans créer ce qu'on appelle la fuite des cerveaux ou en tout cas la fuite virtuelle des cerveaux? Déjà pour les entreprises étrangères, aujourd'hui, tout est en train de changer dans le sens où euh, déjà nous les locaux, on comprend mieux les problèmes qui existent localement. C'est quelque chose
que les autres ne peuvent pas avoir, sauf à défaut de déployer énormément de ressources locales. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, comment et bien sûr, cette compréhension du marché local et de nos va permettre à ce qu'il y ait même des Africains qui designent des solutions et que cette ressource reste localement déjà parce qu'on a capitalisé du bien sûr, pour les entreprises étrangères qui engagent des jeunes Africains, ça va être un peu plus compliqué. Il y a l'exemple comment elle s'appelait cette entreprise-là qui faisait du e-commerce en Afrique et qui était basée la grosse entreprise qui faisait du e-commerce au Nigeria, un peu partout là. Elle avait des bureaux à Dubaï et au Portugal et elle engageait des Européens. Et donc, toute la ressource, toute la richesse restait là. Mais ils targetaient en Afrique. Mais ils sont morts. Aujourd'hui, ils sont morts. bah oui. Ah, je suis curieux, à l'occasion, là, si tu retrouves, je suis curieux que tu me redonnes le nom de la société. Ah, Jumia, c'était Jumia. Ils sont Joomla, ben oui, Joomla, bien sûr. donc une grosse entreprise comme ça qui a récupéré énormément de milliards, qui a investi énormément et qui a engagé des ressources étrangères. Et aucun Africain n'a bénéficié réellement de ça. Et donc l'erreur qu'ils ont fait, c'est cette incompréhension du marché et des ressources. Ils ont gaspillé énormément des milliards et des milliards et aujourd'hui ils sont morts. Ils sont Bien morts, sûr, hein. Voilà. Ils bien sont plus sûr, bien opérationnels, sûr. je pense, parce que j'ai vu passer l'info il y a quelques. Je pense que, en fait, ils sont morts vivants, quoi. Aujourd'hui, Dalmar, c'est combien de personnes? Est-ce que donc c'est local quand même? C'est une entreprise djiboutienne. C'est et donc les recrutements au niveau de tes équipes donc sont locaux. Et justement, comment se répartit justement l'équipe aujourd'hui, Dalmar? Comme j'avais dit, en fait, initialement, j'étais seul, j'étais en quête de cofondateur. Ça a été un peu plus compliqué parce que la dynamique ici, les gens sont plus dans la, dans l'administration publique, on va dire. Et donc, il n'y avait pas un vrai écosystème. Derrière aussi, j'avais engagé deux personnes pour pouvoir m'épauler dans ces travaux. Mais bon, le profil ne correspondait pas, mais j'ai fait avec une solution comme Afrique Alliance pouvait être une solution. Et donc actuellement nous sommes, mais l'objectif en fait c'est d'avoir on va dire le moins de ressources humaines possible Bien sûr. dans le sens où si en tout cas nécessaire et le moins possible dans le sens tout le travail, tout le travail marketing, c'est aux conseillers de le faire. Les professionnels du secteur vont eux-mêmes remplissent eux-mêmes ce qu'ils, les informations ou leurs offres. Et donc, on n'est pas beaucoup. Actuellement, on est trois. Peut-être au départ vers l'Éthiopie, on sera un peu plus consistant parce que le coût en termes de à Djibouti, et c'est un peu élevé. C'est un peu élevé. Bien Ça sûr. peut vite monter. Et en plus de ça, toutes les cotisations, c'est vraiment difficile en termes de financement. De ressources. Bien sûr, de ressources financières, bien sûr. C'est comme dans pas mal de pays où il faut assurer, en tout cas, cette partie juridique et de structure, de création de structure, et les impôts qui vont avec, les impôts sur les sociétés et toutes les charges et tout ça, c'est des choses qui sont Social. inhérentes, mais bien sûr. Bien sûr. Donc, je comprends tout à fait. On arrive bientôt au terme de cette interview. Il y a tellement de choses encore que j'aimerais te poser, tellement de questions que je vais te poser, mais bon, il faut suivre le cadre. Et, euh, et donc, la question aujourd'hui, évidemment importante, c'est, voilà, Yacoub, si tu avais un conseil à donner à un jeune Africain, hein, quel qu'il soit, de quel pays qu'il soit, qui souhaite se lancer en fait dans la création d'une plateforme, dans un métier du digital, entreprendre. Voilà, quel serait ce conseil que tu pourrais donner à cette jeune, parce que ça c'est encore un autre sujet, mais on aura l'occasion d'en parler peut-être une autre fois. Je trouve qu'il n'y a pas assez de femmes en tout cas dans l'industrie tech, et que c'est quelque chose aussi qu'il faut beaucoup, je pense, travailler au niveau de l'éducation. Mais voilà, donc si c'était une jeune entrepreneuse ou un jeune entrepreneur, quel serait ton conseil? Bon, merci pour cette question, vraiment très importante. Le conseil que j'allais donner, c'est de ne pas attendre. Et aujourd'hui, il peut être au collège et expérimenter sincèrement.
peut être bien sûr. collège et designer une solution, même si ça correspond à un use case utilisé par lui et quelques amis du quartier, c'est pas l'objectif, c'est qu'il faut que nos gens puissent s'enrichir le Bien plus sûr, vite possible en expérience, en, en échec aussi, parce que ça bien permet sûr. d'éviter beaucoup de problèmes. Euh, euh, et aussi, ce que j'allais dire, c'est d'être formé. Aujourd'hui, sincèrement, la formation est indiscutable. Malgré même qu'il y a autant de ressources pour se Oui, former, il y a oui, de moins en moins de gens formés. C'est bien sûr. paradoxal, mais il faut que les gens soient formés. Pour tout ce qui est tech, on va dire que les informaticiens ou tout ce qui est codeur, tous les designers sont assez généreux en conseil parce que souvent Bien on sûr. aime donner, euh, on aime donner, il y a des ressources comme GitLab, des plateformes de partage de design pour enrichir notre compréhension. Il y a tout ce qui est Raspberry pour expérimenter des projets de domotique, de robotique. Euh, Bien euh, sûr. le coût réel même a été divisé par des milliers et des milliers de fois. Donc, le plus important, c'est peut-être aussi aux parents de pouvoir encourager le jeune à pouvoir aller de l'avant, le plus tôt possible, de son jeune âge. L'âge n'est pas important. À 5 ans, il faudrait qu'il leur mette un petit ordi, ça coûte rien. 70 $, on peut trouver un petit ordi, une petite tablette pour qu'ils puissent tester certaines choses et qu'on bloque toutes ces applications qui rendent les jeunes débiles, Bien sincèrement. sûr. Donc, le vrai rôle, en fait, on va dire, d'un côté, c'est aux parents de jouer vraiment un rôle important, de conseiller sur les bonnes choses, euh, et aux jeunes de ne pas avoir peur. L'Africain, je pense que nous sommes, il y a une peur, en fait, au fond de nous. En tout cas, moi, je me rappelle, il y avait une peur qui n'avait pas de nom. Il faudrait que cette peur-là soit évacuée par l'expérimentation, par le test, par l'échec, par les difficultés, par les voyages. Il faut que Bien sûr. les gens puissent voyager, découvrir les gens à côté. Chacun vit dans son côté, dans son petit coin et ne connaît même pas le voisin d'à côté qui peut l'enrichir par l'expérience, par sa richesse culturelle. Et donc, c'est vraiment un expérimenter. Et Sur le voyage, notamment les sujets de visa, on est un continent unique. Il ne devrait pas y avoir de sujet de visa entre les différents pays africains. Il doit pouvoir être la liberté de voyage des êtres et des biens devrait être naturelle. tout à fait. Super. En tout cas, bah, un très, très, très grand merci, Yacoub. Vraiment, je pense que on est, c'est étrange parce que la vie est étrange. Des fois, on dit qu'il n'y a pas de hasard, mais je trouve qu'on est beaucoup en phase et sur beaucoup de sujets importants pour le continent africain, pour le réveil, pour le fait que notre continent reprenne sa juste place dans l'échiquier mondial sur tous les sujets, qu'il s'agisse d'un point de vue politique, économique, social, technologique. Et je pense qu'on est vraiment en phase et je pense que nous ne sommes pas les seuls. On est sûrement plein à avoir cette façon de penser. Et c'est important, tu parlais d'échange, c'est important qu'on puisse échanger, parler, partager tout ça, tous ensemble, parce que c'est ça qui va faire aussi que justement l'éveil qui est, je pense, est là et encore puisse être encore plus présent et puisse se déborder encore plus partout. Voilà. Donc vraiment un grand merci pour le temps que tu as accordé, voilà, la richesse de nos partages, ton engagement en tant que panafricain, et ce que tu fais avec Dalmar, c'est vraiment la preuve même de ton engagement panafricaniste. Et je vais te laisser le mot de la fin. Voilà, avant de dire merci à tous, mais voilà, je vais te laisser le mot de la fin et dis-nous, voilà, c'est peut-être quelque chose que tu as eu l'occasion de dire lors de cette interview. Voilà, je te laisse le mot de la fin, Yacoub. Merci, Dassin. C'est vraiment un plaisir pour moi. Comme vous l'avez dit, euh, on est nombreux, mais on se connaît pas. Des fois, il faut avoir le courage d'aller vers l'autre. Euh, on peut être déçu, mais on peut être, on peut être vraiment, être étonné positivement
Moi, je me considère comme un Africain, le Bénin m'a formé. Pour moi, c'est un modèle. Le Bénin est un modèle ça devrait être un modèle pour toutes les sociétés africaines. La société béninoise a vraiment des atouts. Euh, elle peut vraiment être utilisée. En tout cas, ses valeurs peuvent être utilisées pour pouvoir dupliquer un peu partout. Comme j'ai dit tantôt, un modèle qui marche quelque part doit être répliqué systématiquement. Et à nous maintenant, à nous jeunes, moins jeunes, de pouvoir vraiment avoir notre part des responsabilités, euh, soit en discutant, soit en parlant, soit en créant, pour que, en fin de compte, les rêves de ce continent, le rêve des États-Unis de Garvey ou de tous ces bons mondes-là, tous les historiens aussi sont importants parce que ils ont été les premiers qui ont compris certaines choses, mais il faut qu'on se nourrit d'eux, il faut euh, qu'on leur donne raison sur la vision qu'ils avaient de ce continent qu'il faut redorer, sincèrement. Oui, merci, merci beaucoup pour ce beau message qui est déjà, je pense, en train de se mettre en place. Et cette interview le prouve vraiment, encore une fois. Tout à fait. La synergie des pensées est là. Donc, merci encore à toi, Yakou. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt. Je vais couper l'enregistrement là, mais on va continuer juste toi et moi.